Tu sais, Gandalf, dans Le Seigneur des Anneaux, là, celui qui sait tout, qui a vu passer des siècles, celui qui pourrait tout expliquer le monde en 10 secondes, ben David Ponchard, c'est pas mal le Gandalf de la moto. Ici Rémi-Pierre Paquin. Vous êtes en plein virage, un balado de passionnés de moto présenté par les écoles de conduite technique. David, je te cacherai pas que j'avais hâte de te rencontrer parce que je sais que tu es un passionné. Tu es, d'après moi, le plus grand spécialiste qu'on va avoir cette saison au niveau de la conduite, de la mécanique, de la passion et de l'expérience. Bienvenue, David. Merci Rémi-Pierre. Je suis vraiment content d'être ici pour pouvoir parler de ma passion, justement, parler de moto. C'est ma vie, là. C'est ma passion depuis toujours. Ouais. Puis j'en ai fait mon métier, donc évidemment, j'ai un petit peu de bagage en arrière. Fait que pour le plaisir, pour le travail, en famille, c'est la moto. Exactement. Et ça, depuis combien de temps? Depuis bébé. Depuis bébé? Ouais. Ah ouais? Tout jeune, mon père avait un vieux sidecar, une vieille moto russe. Je dis une vieille, c'est pas vrai, elle était neuve à l'époque. Une moto russe? Une moto russe, en fait, de l'URSS. OK. Parce qu'à l'époque, on habitait en France. OK. Et mon père s'était acheté ça. Les trucs russes coûtaient pas cher. Donc, il avait acheté une belle moto qui avait un look vintage, 2 temps 350. Entre autres, il y avait eu d'autres motos. Puis il prenait la famille là-dedans avec le chien, les bébés. Ah ouais? Il descendait du nord de la France, aller jusqu'en Bretagne. Avec le sidecar, la famille, puis Ouais. tout. Le chien aussi. Ouais. J'ai l'impression que des fois, qu'en France, en Europe, il y a une plus grande culture de moto. Ça se peut-tu? Ouais, ici, souvent, on voit ça comme un loisir, puis c'est déplorable parce que Ouais. c'est plus qu'un loisir, là. C'est le premier moyen de transport pour les pays en développement après l'âne et la mule. Ouais. C'est après-guerre en France, évidemment, mais c'est pas tout le monde qui avait les moyens de s'acheter des voitures. Donc, Ouais. souvent, c'était le sidecar. Pour ça que mon grand-père, justement, avait un sidecar pour traîner sa famille avant de pouvoir s'acheter une voiture un peu plus grande, là. Ouais. Puis, on peut rouler à l'année. Donc, OK. il y a une culture, il y a des gens qui font que de la moto. Mon père a eu son permis d'automobile à 35 ans, je pense. OK, fait qu'il roulait 12 mois par année en moto jusqu'à 35 ans. Exact. Ah, mais quand même. Fait que c'est sûr qu'il y a la météo, mais la relation est différente aussi. Ouais. On apprend à s'habiller, puis, c'est vraiment un mode de vie, là. Ouais. Fait que t'as commencé très tôt. Ouais. Puis à quel âge t'as commencé à conduire? J'ai eu ma mobilette à 14 ans. OK. Donc, et puis là, on a déménagé au Québec. Donc, le premier move, ça avait été permis de voiture à 16 ans parce que c'était beaucoup plus logique, évidemment, pour se voyager l'hiver. Ouais. 18 ans, j'ai fait mes cours de moto. Là, la vie étant ce qu'elle est, j'étais un peu bohème, j'ai laissé ça de côté. J'ai fait mon permis, j'ai fini mes cours à 18 ans, j'ai fait mon permis à 23, 24 ans. Ah ouais, OK. J'ai toujours eu des motos entre-temps, mais que je pouvais pas rouler. Des projets à modifier. À 18 ans, j'avais un chopper BSA là, que j'avais acheté à remettre en route. Là. J'avais mon rêve américain. Puis Chopper BSA, comment tu décrirais ça? Faut se ramener dans le début des années 70, donc une vieille moto anglaise qui a été dépouillée, trafiquée avec un petit réservoir de 2 litres, l'arrière rigide, une fourche aussi longue que la Tour Eiffel. Ah ouais. Donc, tu as eu ton permis à 23 ans? Ouais, 23 ans, je pense que j'ai recommencé à rouler. Avec quoi tu as commencé à rouler? J'avais une Suzuki GS 650 que mon frère m'avait donnée. Parce que ta famille fait de la moto encore aujourd'hui. Ouais, tout le monde, les frères ont tous plusieurs motos. On est vraiment à fond là-dedans. OK. En France, j'ai tous les cousins, cousines, les tontons qui font de la moto aussi. Donc, tout le côté Ponchard, on est dedans jusqu'au cou. Fait que d'un party de famille, ça jase moto. Oui, essentiellement. Ah ouais? Puis là, présentement, t'en as combien de motos? J'en ai une vingtaine. J'ai arrêté de compter. Ah ouais, une vingtaine. Ça rentre, ça sort. J'en aurais plus si j'avais plus de place. En fait. Mon rêve, c'est de m'acheter une vieille manufacture ou un vieux moulin, me faire un musée de moto. Là, puis, wow! C'est des vieilles motos, donc il y a toujours... C'est beaucoup, c'est ça, c'est essentiellement des vieilles motos? Hein? La plus moderne que j'ai, c'est une 2007. C'est une classique, là. C'est une Moto Guzzi California Vintage, une édition spéciale. Là. OK. On a l'impression d'avoir une moto des années 70 dans les mains quand on la roule. Mais c'est une 2007. Mais c'est une 2007. J'ai Harley 2003, BM 2001, mais sinon, on est dans les années 70-80. Ah ouais? Ouais. Donc, tu as commencé très tôt la mécanique. Quand tu achètes une BSA en panne depuis 30 ans, il faut que tu t'attendes à apprendre. Ben oui. J'ai eu mes mentors.
C'était qui? À l'époque, j'étais à Granby, donc il y avait Rock Moto qui est décédé il y a quelques années, mais Rock Moto, c'est une sommité là-bas. Il avait un concessionnaire Triumph, BSA, Norton, Jawa dans les années 60-70. Puis après, c'est devenu un peu une cour à scrap de motos. Là. Il y avait des motos tout le tour. Puis il y avait juste un petit passage dans le garage pour pouvoir se rendre à son établi. Ah ouais? Il me donnait toutes sortes de trucs. Puis t'allais chercher tes pièces là? Ben, j'avais acheté la moto là. J'ai dit, j'achète la moto, mais je te paye tant par semaine, puis tu me montres comment la réparer. Eh boy! Il a dit oui. Rock Moto a dit oui. Ouais. Donc, j'ai passé quelques soirées là-bas après le travail où il m'expliquait plein de trucs super importants. Ah ouais, fait que très tôt, tu pouvais te débrouiller, là. Ouais. J'en ai eu d'autres après, des gars, des pros mécaniques aussi avec qui j'ai travaillé, qui m'ont montré beaucoup de trucs. J'ai l'impression que les mentors, de même, ils apprécient léguer l'information, donner l'information, apprendre. C'est important. Tu vois, moi, je suis rendu à 48 ans, donc je commence à être établi. J'ai tous mes outils, j'ai des motos, à plus savoir quoi en faire. J'ai du savoir sur les motos anciennes. Si j'ai personne à qui partager ça, ça sert à rien parce que je vais mourir avec. Donc, je connais beaucoup de gens dans les 70 ans, des sommités du monde de la moto au Québec, en Ontario. Ces gars-là, ben, ils sont avec toute leur moto, tout leur savoir, toute leur histoire, puis ils veulent le partager. Ben oui. Qu'est-ce qui te fait triper avec les vieilles motos? C'est l'esprit puis la mécanique. Quand tu es dans les années 70, si tu achètes une japonaise, c'est une japonaise. Si tu achètes une allemande, c'est une allemande. Tu achètes une américaine, c'est une américaine, etc. Il y a une philosophie, il y a une façon de faire. Tu sais, les États-Unis, c'est les fonderies, c'est solide, il y a de la qualité, c'est construit comme une voiture des années 50. Tu vas au Japon, mais c'est autre chose. Mais c'était toutes des pièces made in Japan. Il n'y avait rien qui était fabriqué au Mexique. C'était vraiment du japonais. Ouais. Tu vas en Allemagne, tu as la rigueur allemande, tu as l'ingénierie, c'est des dieux, ces gars-là. Là. Tout a été réfléchi sur la moto. Là. Puis c'est du Bosch, c'est du... Bon, après, ils ont triché, ils sont avec des freins italiens dans les années 80. Là, je suis un peu nerd là-dedans. Là. Ouais. Mais je vois ça. Hein? Tu as quelque chose là-dedans, puis tu vis une expérience finalement. C'est comme si les motos avaient vraiment leur personnalité. Tout à fait. Et leur façon de les piloter. Exact. De plus en plus, les pays se ressemblent. Mais avant, quand tu partais des États-Unis pour aller en Europe où tu t'en vas, c'est vraiment des paysans. C'était plus distinctif. Puis c'est ça, les vieilles motos, tu vis une expérience, c'est des paysans. Tu arrives avec une autre moto, tu dis, OK, oui, la conduite est différente. Puis là, tu essaies de comprendre à quoi ils pensaient en faisant ce type de machine-là. Pourquoi ils ont fait les systèmes de frein comme ça? Pourquoi ils ont mis ce guidon-là? Donc, c'est extraordinaire. Tu sais, maintenant, on veut l'image. À quoi devrait ressembler une moto américaine? À quoi devrait ressembler une moto allemande? Mais on veut aller chercher d'autres gens aussi. Avant, tu t'adaptais à la moto. T'achetais une Guzzi ou une BMW ou une Harley, ben c'était comme ça. Puis il fallait que tu sois capable de la conduire. Alors que maintenant, la moto, elle s'adapte à nous. David a pas mal bourlingué avant de trouver sa job de rêve. Il a été camionneur pour pouvoir voyager, mais il s'est vite rendu compte qu'il avait beaucoup moins de temps pour voir sa fille puis faire de la moto. Jusqu'à ce que le GPS de la vie le guide vers une école de conduite technique. J'ai eu la chance de mettre les pieds dans une école de conduite. Je cherchais un moniteur auto. Puis, de fil en aiguille, ils ont eu besoin d'un prof moto. Fait que l'année d'après, j'étais déjà donné les cours de moto. Je me rappelle très bien de la première route que j'ai fait avec les élèves. On roulait en double à l'époque, donc on avait 10 élèves pour 2 profs. OK. Puis on prenait nos motos. Aujourd'hui, c'est quoi? Nous, chez Technique, on fonctionne à 1 pour 5. Là. On fait pas des groupes doubles, ça fait trop long à gérer. Là. Je fermais le groupe, puis j'avais le droit de prendre ma moto. J'avais ma vieille Harley. Un samedi matin, il faisait 20 degrés, beau ciel bleu. Puis j'étais en train de me dire, je suis payé pour rouler ma moto. Incroyable. J'ai dit, ça y est, j'ai trouvé la job de ma vie. C'est quoi, mettons, le profil type d'un étudiant? Il n'y en a pas. Non? On a toutes sortes de monde? Toutes sortes de monde, de tous les milieux. On a des gens, des milliardaires, on a des gens qui ça leur prend tout pour payer leurs cours. Ah ouais. Il y a des nerds là-dedans, là, des cerveaux. Là, qui connaissent tout. Il y a des gars super manuels, les anciens gars de compétition. On a eu des pilotes de moto qui n'avaient pas leur permis, qui sont venus prendre leur cours. Fait qu'on a vraiment toutes sortes de monde. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la moto.
Ces gens-là se retrouvent, ils sont avec leur running shoes sur le bord du garage pour commencer leur premier cours, puis dire, bon, ben voilà, tu vas prendre cette moto-là, puis le gars, il arrive avec sa Ferrari, mais il embarque sur une Honda 500 pour commencer son cours, ouais. Puis on se tutoie tous. Il n'y a pas de vouvoiement, tout le monde est au même niveau. Puis, y a-tu des profils particuliers? Y a-tu des profils, tu te rappelles que, mon Dieu... On en a eu de toutes les sortes. Je me rappelle une dame en particulier, elle avait 60 quelques années, là. C'était assez commun là, comme branche d'âge. Là, ouais. Elle avait jamais touché une moto de sa vie parce que on lui avait dit, toute sa famille lui avait dit, tu seras jamais capable, t'es pas bonne. Elle est sortie d'un mariage abusif, d'un mari violent. La dame faisait 400 quelques livres, elle avait perdu du poids. Donc elle renaissait. Wow. Puis là, elle s'est dit, moi, je veux faire ce que j'ai toujours voulu faire. Je veux faire mon cours de moto. Fait qu'elle est arrivée là. Ça a été difficile. On est parti loin. Il a fallu travailler fort. On a pris des cours privés, on a vraiment travaillé toute la saison, mais le jour où on est partis ensemble sur la route, puis je voyais dans ses yeux, là, elle vivait le moment qu'elle attendait depuis plus de 40 ans. Elle a les larmes aux yeux. Et voyons. Là, elle te remercie, c'est sûr. Là. Oui. Puis juste ça, je sais pas si elle fait encore de la moto maintenant, mais juste pour ce moment-là, ça valait tout pour elle. Là. C'était la grande liberté dans ses yeux. Là. C'était elle qui était capable de le faire. Puis... Exact. Wow. Ça doit être quand même assez gratifiant là, quand t'es le prof. Là. Ça n'a pas de prix. Ouais. Puis ça, c'est une parmi tant d'autres. Il y en a plein d'histoires comme ça où on travaille, puis des fois, on les voit à l'examen, ils réussissent, puis on met les lunettes de soleil parce que c'est nous qui pleurons. Ouais. Tellement on est émus, on est fiers d'eux, puis on sait à quel point ils ont travaillé fort pour se rendre là. Wow. Chez les Ponchards, la moto, c'est pas un passe-temps. C'est quasiment une religion. Une religion qui se transmet de génération en génération. Grand-père, père et enfant. Hey, ils sont 3 générations sur 2 roues. J'ai 3 enfants. J'en ai une de 20 ans, donc elle a fait de la moto depuis l'âge de 16 ans. Elle a eu son scooter à 14 ans. Évidemment, elle a embarqué avec moi à 1 an et demi dans les sidecars. Wow. À l'époque, c'était légal. Ensuite, à 4 ans, elle avait le harnais avec, elle embarquait sur la Goldwing en arrière, puis on allait travailler, je l'emmenais avec moi au boulot. Puis même à 5 degrés, je tapais les mitaines là, sur le manteau pour être sûr qu'elle n'ait pas froid, puis on y allait. Là. Fait qu'elle elle a eu la piqûre. Ouais. Puis j'ai 2 autres. La petite fait du motocross avec moi dans la forêt à Brownsburg. OK. Donc, elle a trippé à fond. Elle embarque avec moi sur le chopper aussi. Mon gars, même chose. Lui, c'est souvent le sidecar. Quand on part à 3-4, là, ça prend le sidecar pour pouvoir embarquer tout le monde. Ah ouais? Avant, j'avais une moto, je l'ai toujours, une moto 4 places, là, 2 places de sidecar, puis donc je pouvais embarquer les 3. Après, la grande a eu son permis de moto, donc j'avais plus besoin de cette place-là. Fait que je mettais un dans le side, puis l'autre en arrière. Qu'est-ce qu'elle conduit, la grande? Elle a une Ninja 500R, donc une petite moto Kawasaki, d'ailleurs, qui servait dans les cours de conduite à une certaine époque. OK. C'est une petite moto sport, mais pas trop performante. T'en fais avec elle? Oui, on en fait quand on a le temps. Elle manque de temps. Des fois, on a du mal à se regrouper, là, mais de temps en temps, on roule ensemble encore. Tu l'as aimé ça? Oui. C'est sûr. Tu as sûrement donné un tas de conseils. Probablement trop, mais oui. Ils sont vraiment responsabilisés au niveau sécurité, de se protéger des actions des autres aussi. Mettons à ta fille les 3 meilleurs conseils, tu penses que tu as donné? La vision, de bien utiliser sa vision, de rouler comme si elle était invisible. T'arrives à une intersection, même si t'es prioritaire, dis-toi que l'autre va te couper, c'est sûr. Okay. Comme ça, t'as déjà un plan B, un plan C, si tu dois réagir. Puis de pas dépasser ses limites. Je rajouterais un 4e. Quoi? Toujours bien s'habiller. Il n'y a pas de mauvais temps en moto. Il y a juste du mauvais équipement. Fait que savoir s'habiller, toutes les gears aussi. Ah ouais, c'est important ça, hein? Ouais. Il lui est jamais rien arrivé. Par contre, même en scooter, elle allait à l'école au secondaire en scooter, elle avait son pantalon de cuir, son manteau de cuir, son full face, ses gants, ouais. Wow! Les autres arrivent en short, en gougoune, mais nous, ça n'a jamais été question de ça dans la famille. Voici le truc technique avec Sylvie Hamel, formatrice moto. Obtenir son permis de moto, c'est seulement le début de l'apprentissage. Avec le temps, vous développez de l'expérience, mais parfois vous développez de très mauvaises habitudes sans vous en rendre compte. Les cours de perfectionnement permettent de revoir des techniques essentielles. Le freinage d'urgence, le contrôle à basse vitesse, la trajectoire dans les virages et l'anticipation des dangers.
Les cours permettent aussi de mieux comprendre les limites de la moto et celles du conducteur. Même les motocyclistes les plus expérimentés peuvent apprendre de nouvelles stratégies de conduite. Continuer à se former est l'un des meilleurs moyens de rester un motocycliste sécuritaire. Dis-moi, c'est quoi ta sortie préférée, mettons, ce que tu aimes le plus faire en moto? Le contexte, c'est quoi? C'est pas la destination, c'est vraiment avec qui tu fais de la moto qui est important. Il y en a qui vont le faire, des fois c'est pour décrocher, puis ça m'est arrivé quand la journée de travail est difficile, là, tu pars 1 heure ou 2 là, juste pour nettoyer, te vider l'esprit, puis te concentrer juste sur la moto, là, c'est sain. Mais quand tu pars en groupe avec tes enfants, avec ta blonde, avec ton chum, moi j'ai peu de gens avec qui je ride, je les ai choisis, puis ils m'ont choisi, j'espère. Mes enfants, ils n'ont pas trop le choix. Mais c'est ça, si tu as les bonnes personnes pour rouler, peu importe où tu vas, peu importe la météo, peu importe la moto, là, c'est plaisant. Quand on était en France, mon père avait un bar sur le thème de la moto, donc on est toujours des gens de moto, puis il faisait partie aussi, il était président d'un club de moto. Okay. Il faisait des rassemblements de moto. Fait que tu peux rouler avec ton père et ta fille. Ouais. Wow. 3 générations. Quand même, hein? C'est pas rien. Non, c'est pas rien. David, ça, c'est le genre de gars que tous les motocyclistes devraient avoir comme ami. Il te regarde aller une fois sur ta moto, puis il sait déjà ce que tu as besoin de travailler. Et ça, il te le dit avec le sourire. C'est précieux, quelqu'un qui te donne le goût de devenir meilleur, puis qui te fait triper en même temps. Hey, mais vraiment, David, j'avais raison. T'es notre plus grand spécialiste qu'on a reçu au podcast. C'est inspirant. Ça fait plaisir. Mon nom est Rémi-Pierre Paquin. Vous étiez en plein virage avec David Ponchard. Ce balado pour les passionnés de moto est une production des écoles de conduite technique. Réalisation Simon Sévaillancourt. Recherche André Giraldo. Prise de son et mixage Underground. Création Coyote Audio. Une présentation des écoles de conduite technique à écouter sur technique.ca/balado ou votre plateforme balado préférée.